Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les gouverneurs, Monsieur le Président de la Commission nationale du dialogue des territoires, honorables députés, hauts conseillers et membres du Conseil économique, social et environnemental, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président de l'UAL, Président de l'Association des départements du Sénégal, Monsieur le Président de l'AMS, Association des maires du Sénégal, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les présidents de conseil départemental, chers élus territoriaux, distingués invités en vos titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'abord pour ce joyeux anniversaire que vous venez d'entonner à l'occasion de cette journée du 11 décembre qui m'a vu naître. Je suis heureux de me retrouver ce matin parmi vous à l'occasion de la célébration de la deuxième édition de la Journée nationale de la décentralisation. Et je suis toujours très heureux de rencontrer les élus territoriaux, les conseillers municipaux, départementaux, mais surtout les maires et les présidents de conseil départemental. C'est pourquoi je voudrais magnifier la présence massive des exécutifs locaux. J'allais dire maintenant à cause de la loi des exécutifs territoriaux et de nos partenaires, ce qui témoigne de la vitalité de notre politique de décentralisation et de notre attachement à notre ambition commune d'un développement territorial durable et équitable. La Journée nationale de la décentralisation que j'ai initiée en 2019 résulte d'une volonté de faire de la décentralisation et du développement des territoires des catalyseurs de l'émergence du Sénégal. Cette rencontre importante du calendrier républicain reste un cadre de dialogue privilégié et constructif sur notre politique de décentralisation au regard des enjeux et mutations en cours dans nos territoires. Cette année, le thème de la présente édition, les territoires face aux défis du développement durable, est d'actualité. Ainsi, dans l'esprit fondateur du sommet de Rio en 1992, l'approche territoriale a été consacrée dans les mécanismes et instruments de développement durable comme la COP 21, les ODD, Objectifs de développement durable, mais aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents de conseil départemental, les défis du développement durable interrogent notre capacité à construire ensemble dans l'anticipation, la résilience, la solidarité et l'efficacité des stratégies de développement territorial novatrices et adaptées à partir des potentialités de nos territoires. C'est tout le sens de l'acte 3 de la décentralisation que j'ai lancé en 2013 et qui vise, rappelons-le, à organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement.
Cela, bien sûr, et nous devons nous entendre là-dessus, c'est dans l'unité de l'État. Dans l'unité de l'État et la consolidation de la République. Les collectivités ne sauraient être des électrons libres qui agissent sans aucune cohérence par rapport à la politique de l'État. Il faut que les choses soient très claires. Une commune, un département n'a pas de couleur politique. Le maire ou le président du conseil peut avoir sa couleur politique. Mais l'institution, c'est un démembrement de l'État. Et il est soumis. Cette institution est soumise aux lois de la République, au contrôle de l'égalité. Et il est essentiel, je suis heureux de saluer la présence des gouverneurs de région, des préfets, sous-préfets qui sont les représentants de l'État dans vos organes et qui doivent agir dans la régulation. Le Sénégal est un État unitaire, décentralisé mais unitaire. Ça, les élus doivent le comprendre. Et je suis prêt à aller le plus loin avec vous pour la décentralisation, à donner davantage de moyens et de compétences, mais dans cet état d'esprit très clair sur lequel il ne saurait y avoir de dérogation. Donc c'est le lieu de souligner la consécration de la déconcentration dans la Constitution de 2016 pour accroître l'efficacité de la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques. Un certain gouverneur qui travaillait avec moi à l'époque, j'étais ministre de l'Intérieur, avait l'habitude de dire la décentralisation et la déconcentration sont les deux roues d'une même charrette. Ça doit être à la même hauteur. Sinon, ça marche quelqu'un, c'est pas possible. Il faut que ces deux soient ensemble, mais l'un complète l'autre de façon harmonieuse dans la marche de l'État. La doctrine est donc d'être à l'écoute et au plus près des élus territoriaux et des populations à la base. Ces populations qui sont en définitive les destinataires des politiques sectorielles pilotées par le gouvernement. C'est aussi le but des programmes, je peux en citer certains, vous les avez amplement cités, Madame la maire de Ngatinaoude, ainsi que le secrétaire général de l'AMS qui a parlé au nom du président et le président du conseil, le président de l'ADL, ADS, autant pour moi. Ces programmes, qui sont d'ailleurs un PACASEN rural avant la lettre, le PUDC, le Piment, Promoville, entre autres, le PNDL, et bien entendu le nouveau PACASEN urbain et surtout rural, mis en œuvre pour garantir l'accès équitable aux infrastructures et services sociaux de base, notamment l'eau, l'électricité, entre autres, mais aussi les pistes de désenclavement et les équipements d'allègement des travaux des femmes, entre autres. Je note pour m'en réjouir que le PACASEN rural, estimé à 352 milliards, va couvrir les 434 communes rurales et les 43 départements non pris en charge par le PACASEN urbain. Je saisis l'occasion pour lancer un appel aux partenaires ici présents. Vous saluez l'AFD, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement,
et aussi tous nos autres partenaires à soutenir ce programme majeur qui est le PACASEN rural, qui est un programme d'équité territoriale qui doit être fortement soutenu. Mesdames et messieurs, comme vous le savez et vous l'avez dit, des avancées significatives ont été notées en termes de consolidation de la démocratie locale, avec l'élection des exécutifs territoriaux, maires et présidents de conseil départemental au suffrage universel direct. Mais il ne faut pas confondre président de département suffrage universel direct ou maire ne fait pas de vous président de la République ou je ne sais quel autre, parce que la confusion est parfois vite faite dès lors qu'on parle de suffrage universel direct. Alors donc c'est un acquis essentiel et c'était la demande des élus et nous l'avons fait. Mais également la refondation de l'action publique territoriale et de développement économique des territoires avec notamment la réalisation des pôles urbains à Diamniadio au Lac-Rose, mais aussi à Daga-Kholba, pour ne citer que cela, mais nous en avons d'autres pôles urbains, et surtout les nombreux projets d'infrastructures publiques comme privées qui renforcent le dynamisme des collectivités polarisées par les projets. Je peux parler des autoroutes, des ports, aéroports, entre autres, et le film que nous venons de visionner renseigne d'une certaine manière sur ces projets de l'État et surtout sur les résultats probants enregistrés au cours de la décennie 2012-2022. Il s'agit, entre autres, et vous l'avez rappelé, de l'effectivité de la fonction publique locale et du Centre national de la fonction publique et de la formation. Je voudrais féliciter les acteurs qui aujourd'hui donnent du contenu, Monsieur le ministre, à cette nouvelle institution. Mais il s'agit aussi de la modernisation de l'état civil dans le cadre du programme NECAL, un programme de 17 milliards de dollars, 17 milliards de francs CFA, 17 à 18 milliards, et de l'institution de la mesure de performance des collectivités territoriales comme condition d'accès à certains financements. Je reviendrai sur l'état civil, sur la fonction publique locale pour donner des orientations nouvelles. De plus, pour améliorer la cohérence territoriale, il a été initié la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires, avec le fameux PNADT, le Plan national d'aménagement et de développement du territoire. La création des parcs industriels, des zones économiques spéciales, notamment celle de Sandiara, nous l'avons vu, mais aussi l'entente entre Sandiara, Nguyen et Malicounda pour l'agropole ouest, qui va véritablement permettre à cette entente et au département de Mbour d'avoir le développement de l'élevage intensif, moderne, élevage à la fois des bovins et de la production laitière, mais aussi des ovins pour la production de viande, de mouton, de tabaski pour nos parents sérères, entre autres, et surtout de l'agriculture intensive. Incontestablement, c'est dire que nous entrons dans une nouvelle ère de transformation, de progrès et d'émergence des territoires dans l'élan du Sénégal de tous, du Sénégal pour tous. Dès lors, la maîtrise durable du système de financement des collectivités territoriales demeure une priorité absolue pour l'État et ses partenaires. Alors à ce niveau aussi, je vais m'arrêter un peu pour dire que sur le partenariat public-privé, nous avons effectivement
permis que les collectivités puissent user de ce partenariat. Mais c'est forcément sous un contrôle. Puisque vous savez que toute dette prise par un démembrement de l'État est calculée directement sur la dette de l'État. Même nos sociétés nationales qui s'endettent engagent l'État, d'abord par les garanties qu'il donne, mais aussi s'il n'a pas remboursé ses dettes, évidemment c'est sur la dette de l'État, c'est l'État qui rembourse et c'est l'État qui paye. Donc, le partenariat public-privé peut être une source de financement, mais c'est souvent une source aussi à réguler pour éviter le dérapage sur l'endettement, éviter surtout la perte de souveraineté, surtout dans le domaine du foncier, qui est un domaine ultra sensible, particulièrement dans le domaine de l'agriculture et de l'agrobusiness. Donc oui, cela doit être une possibilité, mais dans le cadre d'un dialogue fécond, transparent entre l'État et les collectivités. Nous allons aussi augmenter les possibilités de financement des fonds et nous allons surtout, comme je l'ai dit, dans l'esprit de la décentralisation et de l'État unitaire, accompagner les transferts financiers vers les collectivités. Ainsi, l'État s'est inscrit dans une amélioration continue et soutenue des mécanismes de financement des collectivités territoriales. Je ne voudrais pas à cet égard souligner la hausse notable des fonds de dotation et des fonds d'équipement des collectivités territoriales, vous l'avez dit, mais ce que je veux vous dire en résumé, quand on parle de 61 milliards aujourd'hui en 2022 sur les deux fonds dotation et fonds d'équipement, il faut rajouter la selle, 21 milliards, vous êtes déjà à presque 85 milliards. Mais il faut rajouter les autres fonds, notamment les fonds miniers, et il faut surtout mettre en fait les montants alloués au programme de décentralisation tels que le PUDC, le PUMON, etc., qui se déroulent dans vos territoires. Donc, il est parfois inexact de considérer que les seuls transferts, peut-être les transferts directs, sont ceux-là qui viennent dans les collectivités. L'État transfère énormément, même si ça ne passe pas directement dans le budget des collectivités. Alors donc, nous pouvons considérer, au-delà des 18 milliards, qui sont devenus 28 milliards, pour le fonds de dotation en 2022, les 12 milliards et demi qui sont devenus 36 milliards pour le FCT, globalement donc, nous sommes passés de 31 milliards en 2013 sur les fonds de concours et qui culminent aujourd'hui à 65 milliards en 2022. Alors, si ajoute tout ce que j'ai dit, la selle, mais l'ambition est encore plus forte que cela et nous devons travailler ensemble à consolider alors toutes ces questions. Donc, on peut avancer sur les autres questions, notamment, je voudrais à ce sujet, vous l'avez dit, Monsieur le Président, demander au ministre des Finances et du Budget de vous faire parvenir avant la fin de ce mois de décembre une évaluation de la CEL, la contribution économique locale, et un rapport sur les perspectives de réforme des mécanismes et instruments de financement des collectivités territoriales, notamment des départements, qui doivent avoir une fiscalité particulière, puisque nous voulons renforcer les transferts, aussi bien pour les communes que pour les départements. Et aussi voir la création du fonds d'impulsion pour l'aménagement et le développement du territoire, et ce, mis en place dans le secteur extractif, notamment le secteur minier. L'année dernière, c'était sur ma décision qu'on avait bloqué les fonds, puisque nous avions une élection au mois de janvier. Alors il fallait donc attendre un peu la fin des élections pour que finalement cet argent serve au développement communal. Mais en période normale comme cette année, il est important que les fonds soient mis à la disposition des collectivités au plus tard au mois d'avril, mars-avril, au plus tard,
afin de permettre aux maires et aux présidents de département d'exécuter leur budget. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les présidents de département, mon ambition est toujours de promouvoir dans l'équité sociale et territoriale et dans la solidarité nationale un avenir meilleur pour les territoires et le bien-être des populations. Dès lors, je demande au gouvernement d'accompagner davantage les collectivités territoriales à relever les défis de la gouvernance territoriale, tenant compte bien sûr de leurs spécificités, des aspirations des populations et des recommandations de cette journée nationale de la décentralisation. À l'évidence, la décentralisation demeure la première réforme de l'État, d'où l'impératif de cultiver le sens de l'État, le respect des institutions. Je salue cette opposition qui est là, puisque l'association des maires n'a pas de couleur, l'association des départements n'a pas de couleur. Et il n'y a qu'une seule association des maires qui peut exister dans ce pays. Il ne peut pas y en avoir deux. Les choses aussi doivent être claires quand nous nous parlons. Chaque parti ou coalition a son association des élus. Mon parti, dès sa création, a créé la Chambre des élus républicains. Est-ce que vous en avez jamais entendu parler? C'est un organe interne, politique. Donc, les collectivités, comme je vous ai dit, elles n'ont pas de couleur. L'association des maires n'a pas de couleur. Et on a toujours cohabité, opposition, majorité. C'est ça la République. Et donc, je dis au ministre d'être extrêmement ferme sur ces questions-là. Ce sont des questions liées à la stabilité institutionnelle de l'État. Il ne peut pas y avoir de compromis sur certains sujets. Donc, c'est un état d'esprit de dépassement permanent qui permet d'élever l'intérêt général en point de convergence et de consensus et qui transcende les divergences et les diversités, mais qui renforce au quotidien le sursaut national. Responsable de la politique de la nation et garant du fonctionnement normal des institutions, je vous exhorte, gouvernement comme collectivité territoriale, à mettre l'accent sur le respect scrupuleux des lois et règlements à travers l'application rigoureuse du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et une prise en charge optimale des compétences transférées. Là aussi, il faut que le gouvernement lâche certaines compétences vers les collectivités territoriales. Le grand théâtre, je vais mal vous noter hein, si ça continue comme ça. L'application des orientations et préconisations du plan national d'aménagement et de développement des territoires. La maîtrise foncière durable et la participation à la promotion de la souveraineté alimentaire. Le renforcement de la formation des élus territoriaux et la professionnalisation des métiers et des emplois dans les collectivités territoriales. Mais aussi l'amplification de la participation citoyenne. L'amplification, disais-je, de la participation citoyenne de proximité en veillant au renforcement des missions et rôles des chefs de village, mais aussi des délégués de quartier. Et vous l'avez dit, ainsi que la revalorisation des indemnités des adjoints au maire, adjoints vice-présidents, ainsi que des délégués, mais aussi celui des maires et des présidents de conseil départemental.
Revenant sur les enjeux de développement durable, nous devons tirer le meilleur profit de l'accord de la COP27 tenue récemment à Sharm el-Sheikh en Égypte. Nous sommes pour une transition verte, juste et équitable, en cohérence avec la contribution déterminée nationale. Nous devons donner la primauté à des projets d'adaptation et de résilience qui soient axés sur la lutte contre l'érosion côtière, la deuxième génération du programme décennal de prévention et de lutte contre les inondations. Et à ce niveau, il faut que les élus soient pleinement impliqués dans l'élaboration de ce deuxième plan décennal de lutte contre les inondations. La gestion globale du cadre de vie, notamment le nettoiement, les aménagements paysagers, la reforestation, l'éclairage public solaire, nous l'avons dit, avec le programme de 165 000 lampadaires et la promotion de l'habitat durable dans le cadre de 100 000 logements. Au demeurant, l'accompagnement des jeunes et des femmes s'érige en priorité. Voilà pourquoi je rappelle au gouvernement l'impératif d'impliquer les élus et d'accélérer la territorialisation des formations professionnelles, des emplois et des financements. Il faut que les délibérations ne nous retardent pas sur la mise en œuvre de tels projets. J'engage également le gouvernement et les collectivités territoriales avec l'intensification de l'édification de ces 46 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Et je salue les maires jeunes, je les ai vus hier. Nous en avons près de 80 voire une centaine qui ont entre 40 ans, qui ont moins de 40 ans, disons. Donc la relève est assurée. Et il faut que ces maires aussi soient accompagnés, surtout ceux qui sont parmi les plus jeunes. Il y a l'aménagement de stades modernes et de terrains de sport adéquats et l'épanouissement des jeunes par les loisirs et l'expression culturelle. À ce titre, la valorisation du patrimoine historique et la diversité culturelle s'inscrit dans une logique de consolidation de l'unité nationale. Je voudrais, mesdames et messieurs, avant de conclure, saluer particulièrement la mobilisation des travailleurs des collectivités territoriales. J'accorde une attention spéciale à votre situation professionnelle et sociale. Et je salue l'intersyndicale à travers son secrétaire général Sidi Ndiaye, notre ami. À l'intersyndicale donc des travailleurs des collectivités territoriales, je réitère la disponibilité du gouvernement à poursuivre le dialogue en rapport avec les exécutifs territoriaux afin de trouver des réponses consensuelles aux doléances sur la gestion des ressources humaines. Là aussi, entendons-nous bien, la fonction publique territoriale ne peut pas absorber tous les recrutements politiciens faits dans les collectivités. Si nous voulons que chaque fois que l'État augmente le salaire des agents publics, que les collectivités, de par la loi, le code des collectivités, puissent faire la même application, il faut qu'il y ait un contrôle sur les recrutements. À la fonction publique de l'État, on n'y rentre pas comme on veut. C'est régulé. C'est régulé. Chaque année, on sait le nombre de postes qui peuvent être créés. Et si on laisse à chaque chef d'exécutif le soin de faire des recrutements qui ne tiennent pas compte des décrets qui fixent les organigrammes, alors là, on n'est plus dans la fonction publique territoriale. Mais dès que les recensements seront finalisés, je pense qu'il nous faut un mois, au maximum un mois et demi, pour avoir l'exacte mesure du nombre de fonctionnaires territoriaux en ce moment.
en relation avec les maires et les présidents de conseil départemental, l'État pourra accompagner, mais cela relève d'abord des communes et des conseils départementaux. Mais l'État pourra aider. Je souligne dans le même sillage la nécessité de finaliser le projet de statut de l'élu territorial pour asseoir la modernisation de notre décentralisation. Je suis d'avis que vous devez être accompagné. Nous pouvons regarder les aménagements à faire en matière de, je ne dirais pas de protection des élus, mais des aménagements à faire. Peut-être vous voulez avoir une sorte de, pas d'immunité, mais de privilège peut-être, de juridiction. Je ne sais pas exactement c'est quoi le problème, mais je suis ouvert pour une discussion franche avec les élus pour que l'élu territorial soit mieux responsabilisé, mieux respecté, bien entendu, dans le cadre de notre politique. Je félicite le ministre Mamadou Talla, ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Il a pu s'adapter très rapidement et c'est ça la vocation d'un cadre. Un cadre bien formé doit être polyvalent. Hier, ministre de l'Éducation, si on te met là, tu dois tout de suite fonctionner. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je sais qu'il a parfaitement bien pris le pli et je le félicite ainsi que tous ses collaborateurs pour la bonne organisation de la présente journée nationale de la décentralisation. J'associe à ces félicitations l'ensemble des élus territoriaux pour leur implication dans la réussite de cet événement. Et c'est le lieu également de féliciter les présidents Adama Diouf et Aliou Sall qui ont dirigé l'ADS et l'AMS et souhaiter la bienvenue aux futurs qui seront certainement élus cet après-midi. Je souhaite que cette élection se fasse dans l'unité, la cohésion, l'inclusion et vraiment tenir compte aussi de la diversité des membres de l'AMS, des membres de l'ADS, pour que vous continuez à représenter nos collectivités et que l'État puisse continuer à être à vos côtés.